Ce cours du module d'introduction à l'économie est dispensé aux étudiants du semestre 1 de la filière économie et gestion. Son objectif principal est de permettre aux étudiants de connaître le champ d'intervention de la science économique et de se familiariser avec les concepts de base de l'économie. Il s'agit notamment d'initiation aux concepts de base et méthodes de l'analyse économique. Elle porte sur l'origine, la définition et l'objet de la science économique, les principaux courants de la pensée économique, les agents, les marchés et les opérations économiques. Elle porte également sur la mesure de l'activité économique. Une attention particulière sera accordée à cet égard à la détermination des principaux agrégats de la comptabilité nationale. Le cours est organisé de la façon suivante. Le chapitre 1 sera consacré à une introduction générale. Chapitre 2, on traitera les principaux courants de la pensée économique. Et le dernier chapitre porte sur une présentation et mesure de l'activité économique. Concernant le premier chapitre, l'introduction générale. Dans ce chapitre, on essaiera de répondre aux questions suivantes. Comment la science économique s'est-elle constituée? C'est-à-dire voir quelle est son origine et comment elle a évolué. La deuxième question, c'est qu'est-ce que l'économie? Là, on va traiter la définition, l'objet de la science économique, les niveaux d'analyse et branches de la discipline et les méthodes d'investigation utilisées en économie. Et enfin, l'économie est-elle une science sociale ou une science exacte? Pour les origines de la science économique, les premières réflexions sur l'économie remontent à la Grèce antique. On les retrouve chez Aristote, Platon, Socrate et Xénophon. En effet, étymologiquement, le terme économie vient du mot grec oikonomos. Oiko, qui désigne la maison, et nomos, ordre, loi et règles. Ainsi, l'économie est conçue comme l'ensemble des règles pour une bonne administration de la maison. D'ailleurs, Aristote la désigne comme une science de l'activité en famille. Cependant, il fallait attendre Cependant, jusqu'au Moyen-Âge, c'est à travers la morale et la religion que l'on va aborder certaines questions économiques. À cette époque, l'Église dominait l'activité socio-économique et condamne la richesse matérielle. L'économie n'existe donc pas vraiment en tant que discipline autonome. Elle dépend de l'Église. Donc il fallait attendre le XVIe siècle avec la Renaissance, ce qu'on appelle les siècles de Lumière, de 1450 à 1789, qu'on considère comme un vaste mouvement de transformation intellectuelle, morale, économique et politique, caractérisé par le développement de l'art, la science et la réforme de l'Église, les découvertes et l'apparition de l'État-nation, que l'économie va apparaître comme une discipline autonome, séparée de la théologie, de la philosophie et de la morale. L'économie abandonne alors les préceptes moraux et religieux. Il devient une discipline ayant sa finalité, son objet et sa méthode propre qui lui sont propres. En effet, c'est en 1615, dans un ouvrage intitulé « Traité d'économie politique », que le français Antoine de Monchrétien emploie pour la première fois le terme d'économie politique. Le qualificatif politique choisi par Antoine de Monchrétien indique qu'il s'agit non plus de l'économie de la maison, mais de celle de la nation, l'administration du patrimoine de la cité. Par la suite, le terme d'économie politique sera fréquemment utilisé et assorti de définitions différentes, et différentes écoles et courants de pensée vont se succéder. Chacun doit apporter sa pierre à l'édification de la science économique moderne en répondant en son temps aux préoccupations des agents économiques. Alors,
On va citer maintenant quelques définitions de l'économie. Donc l'économie, c'est une science qui est définie, comme je viens de dire, par son objet et sa méthode. Alors, quel est l'objet de l'économie et quelle est sa méthode? C'est une question qui reste ouverte. Il n'y a aucun accord sur ce qu'est l'objet de l'économie. La variété des définitions justifie bien sûr un peu ce désaccord et cette mésentente entre les économistes concernant la définition de l'économie. Pour l'école classique, l'économie est considérée comme une science de la richesse. Par exemple, Adam Smith considère l'économie politique, l'objet de l'économie politique est d'enrichir à la fois le peuple et le souverain. Jean-Baptiste Say, quant à lui, considère que l'économie politique enseigne comment se forment, se distribuent et se consomment les richesses qui satisfont aux besoins des sociétés. Pour l'école néoclassique, l'économie est considérée comme une science de l'échange marchand et des prix. Ça, on le retrouve au niveau des définitions de Léon Walras, Karl Menger et Stanley Jevons. Pour Léon Walras, l'économie politique est essentiellement la théorie de la détermination des prix sous un régime hypothétique de libre concurrence absolue. L'ensemble de toutes les choses matérielles ou immatérielles qui sont susceptibles d'avoir un prix parce qu'elles sont rares. Donc là, l'économie elle est liée à la rareté. La pensée socialiste, quant à elle, notamment bien sûr à travers les définitions de Karl Marx, Friedrich Engels et Lénine. Pour Engels, l'économie ne traite pas de choses, mais de rapports entre personnes, c'est-à-dire les rapports sociaux ou bien les rapports entre les classes. L'objet de l'économie politique, écrivait Lénine, n'est nullement la production, mais bien les rapports sociaux existants entre les individus, dont la production, la structure sociale de la production. L'économie comme science des choix efficaces, théorie libérale au XXe siècle, notamment Robbins, la définition de Lionel Robbins, l'économie est la science qui étudie le comportement humain en tant que relation entre les fins et les moyens rares à usage alternatif. En somme, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette diversité des définitions? Donc, comme on vient de le constater, on peut dire que les économistes sont loin d'être unanimes quant à la définition de leur discipline. Cependant, il convient d'insister sur deux aspects fondamentaux de la définition de l'économie qu'on peut retrouver dans les différentes définitions, à savoir les besoins illimités et les biens et services rares, d'où la nécessité de faire des choix. Le problème économique peut ainsi se poser comme suit. D'une part, on a les besoins qui sont illimités. D'un autre côté, d'autre part, on a les ressources qui sont rares et illimitées. Donc là, l'homme, il est confronté à un problème de choix. Il ne peut pas satisfaire tous ses besoins tant que les ressources sont illimitées. Donc, il doit choisir la meilleure allocation des ressources disponibles par rapport à un objectif particulier individuel ou social. Il est donc nécessaire de faire des choix et des allocations en termes d'affectation de l'utilisation des ressources dont l'individu, l'homme, dispose. Alors, la rareté, comme je l'ai dit, il impose des choix. Dans un monde où on a les ressources qui sont rares ou bien en quantité limitée, donc les agents économiques vont s'organiser pour une allocation de ces ressources, c'est-à-dire utiliser ces ressources en évitant les gaspillages et assurer une répartition, bien sûr, de ces ressources de telle sorte à satisfaire le mieux possible les besoins individuels, arriver à une satisfaction optimale, bien sûr, de ces ressources. En synthèse, donc, on peut retenir que, d'après ces définitions, l'économie est la science qui étudie la façon dont les individus ou les sociétés utilisent les ressources rares en vue de satisfaire au mieux
leurs besoins, bien sûr, qui sont illimités. D'une autre manière, l'objet de toute économie, c'est de répondre aux questions suivantes. Que produire à partir des ressources limitées dont on dispose ou bien disponibles? Comment les produire et comment et pour qui les produire et qu'est-ce qu'on doit produire? C'est-à-dire quels biens et quels services faut-il produire et en quelle quantité? La réponse, bien sûr, à ces diverses questions dépend des besoins des individus et de la collectivité. Maintenant, qu'est-ce qu'un besoin? À quoi correspond un besoin? Donc le besoin, c'est un sentiment de privation, de manque que l'individu cherche à faire disparaître par la consommation d'un bien ou d'un service. L'homme, bien sûr, il a toujours des besoins, il a besoin de manger, nourriture, alimentation, boire, s'habiller, se divertir, etc. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces besoins? Donc les besoins, ils sont hiérarchisés. C'est-à-dire, il y a les besoins de première nécessité, il y a les besoins secondaires et, bien sûr, le loisir. Donc hiérarchisé, donc c'est le degré d'urgence, bien sûr, qui varie selon les conditions de vie et les moyens. Bien sûr, on peut parler là de l'échelle de Maslow. Et ils sont complémentaires. Complémentaires, bien sûr, donc on ne peut pas satisfaire un besoin sans l'autre. On a besoin de dormir, on a besoin de manger, on a besoin de se vêtir, etc. Donc, bien sûr, les besoins ne sont pas substituables. On ne peut pas satisfaire un besoin à la place, bien sûr, d'un autre. Ils sont incompressibles, c'est-à-dire pris un à un. Donc, il faut dépenser un minimum de ressources pour satisfaire chaque besoin. Et infini et illimité, donc la consommation est potentiellement, bien sûr, infinie. Les besoins évoluent en fonction des moyens dont on dispose, mais certains sont délaissés au profit d'autres lorsque la richesse, bien sûr, augmente. Donc, au début, on s'intéresse à l'alimentation, bien sûr, au logement, à l'habillement, etc. Mais après, bien sûr, on passe aux besoins plus ou moins qu'on appelle secondaires ou de loisirs. Classification des besoins. On peut, comme je viens de le dire, deux catégories de besoins. Ce qu'on appelle les besoins primaires et les besoins secondaires. Donc les besoins primaires, ce sont des besoins vitaux, physiologiques, nécessaires à la vie et à la survie même de l'homme. C'est l'alimentation, le logement, l'habillement. Les besoins secondaires, ce sont des besoins de civilisation, c'est-à-dire qui varient d'une société à une autre. Bon, et ils sont bien sûr liés à la société dans laquelle l'homme vit et aux habitudes et aux coutumes, bien sûr, de cette société. On peut distinguer les besoins de confort, besoins de loisirs, de culture, etc. Maintenant, on parle de besoins économiques. Qu'est-ce qu'un besoin économique? On dit qu'un besoin est économique lorsque des biens et services sont achetés pour satisfaire, bien sûr, ce besoin. Donc, il y a des besoins, comme je l'ai dit, qui ne sont non économiques, c'est-à-dire qu'on peut satisfaire sans rien dépenser, sans passer même par le marché. Or, un besoin, pour le satisfaire, il faut acheter des biens et services, donc il devient économique. Donc, il faut dépenser. On a également des besoins individuels et des besoins collectifs. Besoins individuels, c'est qu'ils sont propres à l'individu. Moi, j'ai un besoin, on a tous le besoin de boire, de soif. Moi, je peux demander de l'eau plate, un autre, il peut demander de l'eau gazeuse. Je peux demander un café, l'autre, il peut demander un thé, etc. Donc, c'est individuel. Même les couleurs, en termes d'habillement. On a besoin, bien sûr, d'acheter une chemise. Bon, moi, je la cherche carreau, l'autre, il peut la chercher blanche, etc. On a des besoins collectifs, ce sont des besoins, bien sûr, propres à plusieurs personnes, mais
satisfaits par les biens collectifs. Ils sont satisfaits, bien sûr, collectivement. C'est par exemple le besoin d'études, d'éducation. Donc on a des écoles. Donc là, on reçoit, l'école, il reçoit un groupe d'individus ou bien d'étudiants, d'élèves pour satisfaire, bien sûr, leurs besoins d'études. Les hôpitaux également, les routes, donc on peut les utiliser collectivement ou bien d'une manière collective. Alors, une autre question maintenant se pose. Est-ce que la nature permet-elle de satisfaire tous nos besoins? Donc, bien sûr que non. D'ailleurs, pour satisfaire les besoins, comme je l'ai dit tout à l'heure, illimités, l'homme, il doit produire des biens et services. On a des biens libres, ce sont les biens abondants et à la disposition de tous gratuitement. C'est par exemple l'air. On a besoin d'air, on a besoin de lumière. Mais tout le monde, bien sûr, peut satisfaire ce besoin, bien sûr, d'une manière naturelle. Et les biens économiques, ce qui répond aux besoins économiques, ce sont des biens rares et produits par le travail humain. Donc l'homme, il lutte contre la rareté par le travail. Ces biens, sont obtenus grâce à la combinaison de plusieurs éléments rares, les ressources qu'on appelle les ressources naturelles, le travail, le capital, ce qu'on appelle les facteurs de production. C'est-à-dire pour produire les biens, l'homme il a besoin, bien sûr, de faire appel aux facteurs de production, la terre, le capital, bien sûr, et le travail pour produire des biens nécessaires à satisfaire ses besoins qui sont illimités. C'est-à-dire que la nature ne peut pas satisfaire. Maintenant, comment produire ces biens? Donc c'est clair. Cette question du comment produire des biens, du fait que la rareté des ressources oblige à faire des choix. D'ailleurs, on a insisté au début sur la nécessité de faire les choix. Bien sûr, pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse, c'est d'arriver à un maximum, bien sûr, de satisfaction, mais avec un minimum de coûts. Maintenant, pour qui produire? Donc cette question soulève le problème qui sera la demande exprimée par les agents économiques. Les méthodes d'investigation en économie. Bien sûr, qu'est-ce que la méthode? Dans le langage scientifique, le chemin, c'est le chemin qu'il faut suivre pour arriver à la découverte de la vérité. Les phénomènes économiques sont des phénomènes historiques qui se déroulent au cours du temps. C'est pourquoi en économie, on peut distinguer l'analyse statique, l'analyse dynamique. L'analyse statique n'explique pas comment on est arrivé à une situation. Et l'analyse telle qu'elle est. Donc c'est statique. Il nous donne une photographie de la situation telle qu'elle est. Alors l'analyse dynamique, elle intègre des méthodes d'investigation, sont des procédés employés pour découvrir la vérité. On a deux méthodes, la méthode déductive et la méthode inductive. La méthode déductive, il part des principes généraux dont l'exactitude a été démontrée ou qui sont supposés exacts pour en tirer un raisonnement logique sans faire appel à l'observation des faits. On peut citer l'exemple le plus familier de cette démarche. Tous les hommes sont mortels, c'est une prémisse. Socrate est un homme, il est donc mortel comme conclusion. La méthode inductive, c'est un peu l'inverse. Il remonte du particulier au général. Par exemple, du fait que tous les corps tombent, on dégage la loi de la gravitation. Maintenant, on distingue entre le normatif et le positif, l'analyse normative et l'analyse positive. L'analyse positive, elle cherche à expliquer les phénomènes économiques observés sans faire de jugement de valeur, ce qui devrait être. Que puis-je faire pour augmenter mon revenu net? On doit répondre en proposant des alternatives. Donc ce n'est pas à moi, bien sûr, de donner à la personne qu'est-ce qu'il doit faire. Donc tu lui donnes des propositions, mais d'une manière neutre. Ça, c'est l'analyse positive. Tu dois travailler, tu dois
demander l'aide, tu vas, je sais pas, et on laisse à la personne, bien sûr, de faire son choix ou bien de prendre sa décision. L'analyse normative cherche à dire ce qui devrait être fait. Donc, on ordonne à la personne qu'est-ce qu'il doit faire. On préconise des choix, ce qui implique des jugements de valeur. Exemple, tu devrais faire ceci pour augmenter ton revenu. Par exemple, si on revient à la question, que dois-je faire pour augmenter mon revenu? Si je dis tu dois travailler, c'est normatif. Si je demande à la personne tu peux travailler, tu peux mendier, tu peux, je sais pas, tu peux demander l'aide de tes parents, de ta famille, etc. Là, c'est bien sûr positif. Les niveaux d'analyse en économie. La science économique dispose de deux grandes approches d'analyse. Il y a l'approche macroéconomique et l'approche micro. L'approche macroéconomique analyse l'économie dans son ensemble. Il s'agit par exemple de déterminer le niveau du revenu global, qui est celui de l'ensemble des agents économiques. Alors que la micro, elle analyse le comportement individuel des agents économiques, notamment le consommateur et le producteur. L'économie est-elle une science exacte ou une science sociale? Il existe aujourd'hui une distinction bien établie entre les sciences exactes, telles que la physique, la biologie, la chimie, etc., et les sciences sociales, l'économie, la sociologie, la démographie, la géographie, etc. Les sciences exactes, elles autorisent l'expérimentation. Les sciences sociales n'autorisent pas, bien sûr, l'expérimentation. Et dans les sciences exactes, on trouve les disciplines, comme je l'ai dit, la biologie, la physique, la chimie, les mathématiques. Ce sont des théories qui sont universelles et acceptées par tous. Tous les chimistes sont d'accord sur la composition chimique de l'eau, H2O. Les spécificités sociales, donc il y a une relation entre la théorie et les faits, mais il existe toujours une divergence des points de vue théoriques. C'est le cas de l'économie. L'économie politique, donc, elle est une science sociale et non une science exacte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de progrès vers des vérités universelles. Tous les sujets, toutes les questions, bien sûr, sont débattus et on trouve qu'il y a des divergences entre, bien sûr, les économistes sur ces faits-là et sur ces problèmes. Il n'y a pas de concept qui soit vrai ou faux en économie. Certains peuvent dire qu'il est vrai, d'autres, bien sûr, vont montrer qu'il est faux. Et l'impossibilité de tester les hypothèses de manière scientifique. On n'a pas de labo en économie. Donc, l'économie, c'est une discipline à l'intérieur de laquelle il y a une lutte entre les théories contradictoires. Donc, c'est les débats qui vont, bien sûr, nous amener aux différents courants de la pensée économique.